Le Zoom de ce Smart Impact consacré à la demande mondiale en énergie. J'accueille Valérie Besson, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes associée chez KPMG, vous publiez la 74e édition du rapport statistique mondial sur la demande en énergie. Alors il y a une première leçon qu'on peut tirer pour la première fois depuis 2006. Toutes les principales sources d'énergie, que ce soit les renouvelables ou les énergies fossiles, ont atteint des niveaux de consommation records. Comment vous l'expliquez ça ? Alors, ce niveau de consommation record, effectivement, que vous soulignez sur toutes les énergies fossiles, bas carbone, il est principalement tiré par les économies en Asie. En Asie, et notamment la Chine et l'Inde, où là, on voit des augmentations records de consommation d'énergie. Il y a un lien direct entre cette consommation d'énergie et la montée en puissance économique. C'est la palissade d'un pays, d'un groupe de pays, d'une région du monde. Ah, vous êtes exactement spot on, hein. C'est effectivement on rebat les cartes au niveau géopolitique, économique, et on voit le transfert, le basculement vers l'Est de ce rebasculement avec la consommation d'énergie. Ouais. Le système énergétique mondial, il reste dominé par le trio pétrole, gaz, charbon. À quel point ? C'est 86% aujourd'hui de la consommation mondiale. 86%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la bascule, elle est lente, elle est amorcée, elle va être difficile à faire ? Alors, la bascule, elle est effectivement amorcée, hein, et on voit d'ailleurs que le gaz prend plus de place dans cette consommation, hein. Aujourd'hui, c'est 25% de la consommation primaire. En tant qu'énergie, plus de transition et de complémentarité avec le basculement vers les énergies renouvelables. D'accord, avec une expression, enfin, je vais le dire en anglais, puis ensuite on va essayer de le traduire. Disorderly Energy Transition, une transition énergétique désordonnée, c'est ça ? Alors qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, effectivement, on voit qu'en fonction des zones géographiques, on a des basculements qui sont divergents. On voit le poids de la Chine, hein, qui aujourd'hui représente 57% des capacités additionnelles sur les énergies renouvelables. C'est remarquable. On y reviendra là-dessus. Voilà. Et puis effectivement, des pays qui ont essayé comment dirais-je, d'accélérer le renouvelable. On a les US aussi, avec l'Inflation Reduction Act. On verra ce que ça donne maintenant que Trump est revenu en arrière sur le sujet. Voilà. C'est trop tôt pour savoir ce que la politique, le baby drill de Donald Trump peut avoir comme conséquence sur le continent américain, sur les États-Unis. C'est un peu trop tôt. Malgré tout, quand même, on voit que ce soit sur les US ou l'Europe, on est en croissance un peu moins rapide sur le développement des énergies renouvelables parce qu'il y a des bottlenecks. Il y a des bottlenecks sur les infras, pour les raccordements notamment. Et puis, il y a une forte demande, donc une tension sur la chaîne de valeur, sur la supply chain, et puis des coûts qui augmentent, hein, compte tenu de cette demande accrue. Et qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas au niveau attendu sur les énergies renouvelables. Alors, on va ouvrir un chapitre consacré à l'électrification, l'électricité qui connaît une croissance plus rapide que la demande énergétique globale. Alors, vous parliez d'infrastructures. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, justement, pour les infrastructures ? Elles sont en train de s'adapter, elles doivent s'adapter ? Effectivement, elles sont en train de s'adapter, mais c'est une demande d'investissement colossale. Donc, avec des besoins de financement, significatifs. Voilà. Donc, adapter ces infras sur le raccordement des énergies éoliennes, des énergies solaires, le stockage aussi, le besoin de stockage, puisqu'on est sur des énergies intermittentes. D'où plutôt ce que je vous mentionnais sur aussi la complémentarité avec le gaz. Avec, dans ce rapport, une augmentation notée des émissions de CO2, malgré le développement des énergies renouvelables, parce qu'il y a un vrai développement des énergies renouvelables. Donc comment on explique ce qui peut sembler un paradoxe ? Alors, parce qu'elles n'évoluent pas suffisamment vite. Elles ne permettent pas
de compenser cette croissance de consommation d'énergie. Mmh. Hein, c'est principalement le sujet. Aujourd'hui, on voit que ces consommations d'énergie renouvelable, enfin, cette production d'énergie renouvelable s'additionne finalement au reste des énergies fossiles. Donc on est sur une addition plutôt qu'une réduction de consommation. Ouais, avec une vraie progression, hein. Si on prend les chiffres du début des années 90, 1990, les renouvelables ne représentaient que 3% du mix énergétique mondial. Aujourd'hui, on est à peu près à combien? Bah, aujourd'hui, on est à peu près à 8%. Oui, c'est ça, on est Ouais, autour de, ouais, de 8%. ouais. Donc c'est un développement qui est quand même spectaculaire. C'est d'abord l'éolien, c'est d'abord le solaire, Alors, c'est un peu tout. on compte là-dedans à la fois l'éolien, le solaire, mais Mhm, il ne faut pas oublier non plus l'hydroélectrique, bien hein, sûr. qui est une part significative, notamment en France, mais on le voit aussi en Chine, où ils développent énormément l'hydroélectrique. Ouais. Avec pas mal d'inégalités selon les régions du monde, quels sont les facteurs qui limitent finalement la diffusion des énergies renouvelables, notamment, on va parler de la Chine après, mais notamment dans des pays qui sont en cours de développement. Qu'est-ce qui empêche ces pays-là à basculer un peu plus rapidement vers des énergies renouvelables? Est-ce qu'il y a, quand on est en croissance, comment je peux dire ça, une plus grande facilité à aller vers le fossile que vers les énergies renouvelables? Bah, il est certain que les énergies fossiles, c'est directement disponible. Mm. Il y a une question de coût aussi, hein. On voit bien que la recherche de souveraineté énergétique, avec les tensions géopolitiques, on voit bien que on a vu la progression du charbon. Parce que le charbon est disponible, parce que le charbon est pas cher. Donc dans ces pays qui cherchent à se développer, le coût est important, hein, pour être compétitif d'un point de vue économique, mais aussi pour les populations. Et les infrastructures existent déjà, c'est-à-dire les Et, circuits de et distribution du exactement, fossile exactement. existent déjà, c'est ça? On est sur des énergies complètement matures. Alors que le renouvelable, comme je l'ai dit tout à l'heure, il Mm. faut développer les infras. Et alors, si on reste sur la transition énergétique et donc les énergies renouvelables, il faut quand même passer du temps pour parler de la Chine. Vous nous avez donné un chiffre tout à l'heure, Oui. à quel point la Chine accélère et devient une sorte de champion mondial des énergies Il renouvelables. devient champion toutes énergies confondues. Enfin, Ouais. non, non, champion des énergies renouvelables, hein, Mhm. ce que j'ai dit tout à l'heure, 57% des capacités additionnelles sur le renouvelable. Donc ça veut dire quoi si on... C'est-à-dire que... Aujourd'hui, c'est le plus gros générateur d'énergie renouvelable au monde, D'accord. la Chine. Ouais. Hein. L'Europe investit 2 fois moins. C'est la deuxième année consécutive que la Chine investit plus que le reste du monde sur les énergies renouvelables. Que tout le reste du monde. Que On prend la Chine d'un que côté, les investissements, on prend exactement. le reste de la planète, c'est moins en termes d'investissement Et vers l'énergie exactement, renouvelable. pour la deuxième année consécutive, Mm. hein. Donc c'est une stratégie énergétique remarquable, hein. On voit que voilà, il ne néglige aucune énergie, basée sur la souveraineté énergétique, basée sur la résilience et basée sur ce que j'ai dit tout à l'heure, donc les coûts, la nécessité d'avoir une énergie accessible à la fois pour les populations et pour la compétitivité économique du pays. Est-ce que ça veut dire que la Chine produit quand même plus d'énergie grâce aux renouvelables que grâce aux fossiles aujourd'hui, ou alors ça reste quand même un pays qui consomme plus de fossiles? Ah non, on consomme toujours plus de Beaucoup fossiles, plus hein, de fossiles, hein, oui, oui. malgré les Voilà, investissements très lourds. aujourd'hui, si vous regardez la production électrique Mm. de la Chine, 58%, ce sont les centrales à charbon qui fournissent l'électricité de la Chine. Mm. Hein. Mais bon, elle est quand même en train, c'est un pays qui est quand même en train de basculer beaucoup plus vite que le reste du monde, on l'a bien compris. Avec, vous avez commencé à l'évoquer, la question des conséquences géopolitiques sur la consommation d'énergie et peut-être sur les énergies fossiles, notamment le pétrole. On a appris il y a quelques jours que Donald Trump, par exemple, avait décidé de sanctions contre deux des principaux groupes pétroliers russes. À quel point ça impacte là, on parlait tout à l'heure de transition énergétique désordonnée, à quel point ça impacte le marché, d'une manière générale, des énergies fossiles, Alors, ces sanctions?
Alors, ces sanctions font suite aussi aux différentes sanctions Oui, oui. qu'on a pu avoir Ça fait 4 ans que ça dure, par le malheureusement. passé, voilà, sur l'Europe. On a vu que les impacts étaient, somme toute, limités, Oui. hein, puisque les flux des énergies sanctionnées partent sur d'autres zones géographiques, Notamment la Chine notamment la Chine, et l'Inde. notamment l'Inde, Voilà. voilà. Donc, Des deux pays qui achètent le plus de pétrole exactement. russe aujourd'hui. Hein. Voilà, exactement. Et c'est vrai pour le gaz aussi. Oui. Donc, impact limité, je dirais. Ensuite, ces tensions géopolitiques, elles poussent les différents pays à se recentrer et à accélérer sur la souveraineté énergétique. Donc, le renouvelable est une des sources d'énergie qui permet d'assurer la souveraineté énergétique. Ça veut dire qu'on a, heureusement, ça fait 74 éditions de ce rapport, donc il y a ce recul. Ça veut dire que vous avez vu depuis 4 ans, depuis le début de la guerre en Ukraine, une accélération de la transition vers du renouvelable, clairement liée à l'augmentation des prix de l'énergie, aux sanctions, etc., en Europe. En Europe, on a vu, alors on a parlé du renouvelable, mais on voit aussi le regain d'intérêt pour le nucléaire. Bien sûr. Hein, sur ces énergies-là. Donc effectivement, on se recentre sur ces énergies. Merci beaucoup Valérie Besson, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au grand entretien de ce Smart Impact avec l'avocat Arnaud Gossement.